Il y a des milliers d'années, une météorite composée de vibranium, le matériau le plus résistant de l'univers, s'est écrasée sur le continent africain, affectant toute la végétation de cette région. Lorsque les premiers humains sont apparus sur ces terres, 5 grandes tribus s'y sont installées et ont nommé cet endroit Wakanda. Ces tribus vivaient constamment en guerre jusqu'au jour où un guerrier reçut une vision de la déesse Panthère, qui le guida vers une herbe en forme de cœur. Après avoir ingéré cette plante, le guerrier fut doté d'une force surhumaine, d'une vitesse et d'un instinct accru. Il devint alors roi et le premier Black Panther de l'histoire, dont la mission était de protéger le Wakanda. 4 des 5 tribus acceptèrent de vivre sous le règne du grand roi, mais la tribu des Jabari s'isola dans les montagnes. Au fil du temps, le peuple du Wakanda commença à utiliser le vibranium pour développer des technologies bien plus avancées que celles de n'importe quelle autre nation. Cependant, alors que le Wakanda prospérait, le reste du monde sombrait dans le chaos. Pour garder le vibranium et toute leur technologie en sécurité, les Wakandais se cachèrent et disparurent de la carte, réussissant ainsi à dissimuler la vérité sur leur pouvoir. En 1992, à Oakland, une ville de Californie, des adolescents jouent au basketball sur un terrain improvisé à côté de l'immeuble où ils vivent. Soudain, un aéronef lumineux commence à bouger au-dessus des nuages. Dans l'un des appartements, Njobu et son partenaire James planifient un cambriolage lorsqu'ils entendent frapper à la porte. James saisit alors une arme et va ouvrir. En ouvrant la porte, 2 femmes en uniforme étrange et armées de lances entrent dans l'appartement et ordonnent à Njobu de s'identifier. L'homme se présente comme le fils d'Azuri et le frère de T'Chaka, le roi actuel du Wakanda. Pour prouver qu'il dit la vérité, il montre le tatouage bleu caché sur sa lèvre inférieure, une marque que seuls les descendants de la nation possèdent. À ce moment-là, T'Chaka apparaît et tous deux s'agenouillent devant le roi. Njobu présente James à son frère et affirme lui faire confiance de tout son être. Après s'être embrassés, T'Chaka leur annonce que le Wakanda a récemment subi une attaque. Un homme nommé Ulysse Claw a volé 250 000 livres de vibranium, a placé une bombe à la frontière du Wakanda et s'est enfui, causant de nombreuses morts. Ce qui est le plus intriguant, c'est qu'Ulysse savait où les Wakandais cachaient le vibranium et comment attaquer. Cela signifie qu'il a bénéficié de l'aide de quelqu'un de l'intérieur pour pénétrer la barrière. T'Chaka regarde alors son frère dans les yeux et lui demande pourquoi il a trahi son peuple. Njobu prétend ne pas l'avoir fait, mais T'Chaka demande à James de révéler sa véritable identité et de démasquer le traître. Le jeune homme s'appelle en réalité Uri et a été envoyé par le roi pour surveiller Njobu lors de sa mission d'espionnage. En découvrant la vérité, Njobu est furieux car James était la personne en qui il avait le plus confiance. Après avoir trouvé les preuves de ce crime, T'Chaka informe Njobu qu'il le ramènera chez lui, où il devra comparaître devant le conseil pour connaître sa sentence. Quelques minutes plus tard, Eric, le fils de Njobu, et ses amis aperçoivent l'aéronef qui s'en va. 26 ans plus tard, T'Chaka meurt lors d'une attaque, et les Wakandais doivent désigner un nouveau roi. Selon la tradition, c'est l'aîné des princes qui doit assumer cette fonction, et tout le monde s'attend à ce que T'Challa devienne le nouveau souverain. Cependant, avant sa cérémonie de couronnement, le prince se rend dans la forêt de Sambisa au Nigeria pour effectuer une mission de recherche. Sa mission est de sauver Nakia, son ancienne petite amie, des mains de criminels qui font le commerce de prisonniers. Après avoir coupé les moteurs du véhicule, le Black Panther se cache dans la forêt pendant que les contrebandiers sortent leurs armes pour se défendre contre l'attaque. Quand elle réalise que les hommes sont distraits, Nakia intervient pour comprendre ce qui se passe et aide T'Challa à éliminer ses hommes. Malgré des dizaines de tirs, le Black Panther ne subit aucun dommage car son costume en vibranium est une forteresse presque impénétrable. Après avoir éliminé ces individus, Nakia demande à T'Challa pourquoi il compromet sa mission, car elle est sous couverture en tant qu'espionne. Pendant qu'ils discutent, un criminel qui se cachait utilise l'une des femmes capturées comme otage, mais Okwa apparaît rapidement et neutralise la menace. À ce moment-là, T'Challa annonce à Nakia la mort de son père et lui demande de l'accompagner à sa cérémonie de couronnement. Avant de partir, Nakia libère toutes les victimes et leur annonce qu'elles sont désormais libres de rentrer chez elles. À leur retour au Wakanda, le trio contemple la beauté inégalée de cet endroit entouré de montagnes. Contrairement à ce que le reste du monde croit, le Wakanda n'est pas un pays pauvre du tiers-monde. En réalité, c'est l'endroit le plus développé de la planète, avec des technologies impossibles à trouver ailleurs sur Terre. Après leur atterrissage, ils sont accueillis par la reine Ramonda et la princesse Shuri. La jeune fille est responsable de toute la technologie du royaume et affirme avoir apporté quelques améliorations au costume de son frère. Pendant ce temps, à Londres, Eric rend visite au British Museum. Alors qu'il observe d'anciens artefacts, une employée s'approche de lui, et le jeune homme affirme que l'un de ces artefacts a été volé au Wakanda. Eric déclare qu'il va prendre la pièce en vibranium et attend que la substance placée préalablement dans la tasse de café de l'employé fasse effet. Lorsque la femme s'effondre au sol, Eric appelle à l'aide, et 2 hommes déguisés en ambulanciers arrivent au musée avec une civière. Parmi eux se trouve Ulysse Claw,
qui abat les agents de sécurité tandis qu'une femme de son équipe pirate les caméras pour que ses partenaires puissent terminer le vol sans que la police n'intervienne. Ulysse utilise sa main mécanique pour briser la vitre et récupérer l'artefact. Avant de partir, Eric vole un masque de l'exposition, et le groupe retourne à l'ambulance, où le jeune homme célèbre le succès de la mission avec sa petite amie. Le lendemain, les 4 tribus se rassemblent à la cascade pour assister à la cérémonie de couronnement. Lorsque le prince T'Challa arrive sur les lieux, Uri lui donne une infusion qui peut retirer la force du Black Panther de son corps. De cette manière, le prince peut se battre à armes égales avec tout autre guerrier qui déciderait de le défier dans une compétition pour le trône. Cependant, aucune des 4 tribus ne souhaite envoyer de challenger et accepte avec plaisir le règne de T'Challa. Cependant, au moment où il allait être couronné, la tribu Jabari apparaît et M'Baku décide de défier le prince pour le droit au trône. Le combat commence, et T'Challa est rapidement en difficulté, se faisant facilement renverser par M'Baku. Bientôt, le prince se relève et le duel continue. T'Challa assène quelques coups à son adversaire, mais M'Baku parvient à le saisir avec sa lance et lui frappe la tête. Cependant, en entendant les encouragements de sa mère et de sa sœur, le prince retrouve sa force et riposte. Il se fait transpercer la poitrine, mais parvient à retirer la lance et à maîtriser son adversaire. Alors qu'il était sur le point de l'éliminer, le prince demande à M'Baku de se rendre, sinon il devra lui ôter la vie, car c'est ainsi que le vainqueur du duel est désigné. T'Challa ne veut pas éliminer cet homme, alors il lui demande de se retirer et déclare que la tribu Jabari a besoin de son chef. En entendant cela, M'Baku accepte sa défaite, et les autres tribus célèbrent la victoire de leur nouveau roi. En plus d'être couronné, T'Challa porte également le titre de Black Panther. Cette nuit-là, T'Challa doit passer par une dernière étape. Suivant la tradition de ses ancêtres, il boit l'herbe en forme de cœur et est ensuite enterré dans un lit de sable. Quelques secondes plus tard, le nouveau roi est transporté dans le plan ancestral où il retrouve son père. Il se souvient du jour où son père a été éliminé lors d'une tentative d'assassinat. Depuis lors, T'Challa se sent coupable de ne pas avoir pu le sauver. Le garçon se réveille dans une forêt et voit un arbre rempli de panthères noires. Parmi elles se trouve son père, qui se transforme pour lui parler. Il s'étreigne et T'Challa demande à son père de lui apprendre à devenir un grand roi pour protéger le Wakanda. T'Chaka donne alors quelques conseils à son fils. Il lui conseille de s'entourer de personnes dignes de confiance, car de nombreuses adversités se présentent à l'horizon. Après avoir entendu cela, T'Challa se réveille et ressent une immense joie d'avoir eu le privilège de revoir son père. Quelques jours passent, et le roi se promène en ville aux côtés de Nakia. Il demande à sa petite amie de ne pas partir, mais elle dit qu'elle a une mission à accomplir. Nakia explique qu'elle ne peut pas vivre heureuse dans cet endroit en sachant que tant de gens vivent dans la misère et sans aucun soutien. Elle aimerait que le Wakanda aide ces personnes les plus vulnérables, mais T'Challa doit garder son royaume caché du reste du monde, car c'est ainsi qu'ils ont pu survivre si longtemps. En entendant les idées de Nakia, T'Challa déclare qu'elle ferait une excellente reine. Quelques heures plus tard, il rend visite à Wakabi, son bon ami. Après avoir nourri l'un de ses rhinocéros, l'homme reçoit un appel de sa femme, Okwa, qui demande la présence des deux au château. Après avoir rassemblé tous les membres du conseil, la femme révèle qu'un artefact wakandais a été volé au British Museum par Ulysse Klaue, qui prévoit de le vendre à un acheteur américain. Ils conviennent de se rencontrer en Corée du Sud le soir du lendemain. Depuis qu'il a volé une grande partie du vibranium de ces terres, Ulysse s'est caché. C'est donc l'occasion idéale de le capturer et de le juger pour ses crimes. Avant de se lancer dans cette mission, T'Challa rend visite à sa sœur, qui lui donne des dispositifs à utiliser pendant son séjour en Corée. Parmi eux se trouve un dispositif de communication à portée illimitée. Enfin, la jeune fille présente le nouveau costume de Black Panther, qui consiste en un collier super stylé pouvant être activé uniquement par la pensée. Lors d'un test, Shuri demande à son frère de frapper le costume sur le mannequin, qui est alors projeté. Ensuite, T'Challa frappe à nouveau le même endroit et est repoussé. Cela est dû au fait que cet uniforme stocke l'énergie cinétique et la conserve pour une redistribution ultérieure. La nuit suivante, le roi arrive à Busan, en Corée, accompagné de Nakia et d'Okwa. Ils entrent dans un bar et doivent passer par un détecteur de métaux, car les armes y sont interdites. Le trio se sépare pour trouver l'acheteur, et T'Challa repère l'agent Ross, un vieil ami qui travaille pour la CIA. Il s'approche alors de lui et découvre que Ross est l'Américain qui va acheter la marchandise d'Ulysse. L'agent a l'intention d'arrêter le contrebandier pendant la négociation, mais T'Challa déclare qu'il emmènera Ulysse avec lui au Wakanda. Lorsque le criminel apparaît enfin, il arrive accompagné de plusieurs gardes de sécurité, tous lourdement armés. Ross s'approche de lui et demande à son assistant de lui remettre une valise pleine de diamants, qui sert de paiement pour l'artefact volé. En se préparant à attaquer, Okwa est découverte et doit se débarrasser des gardes de sécurité. À ce moment-là, une fusillade éclate et T'Challa est contraint de révéler sa véritable identité.
Le trio de Wakandais se précipite pour neutraliser leurs ennemis afin de minimiser les dégâts et les pertes humaines. T'Challa parvient à encercler Ulysse mais est attaqué avec une arme extrêmement puissante qui propulse le Black Panther au loin. Après s'être échappé, l'homme est poursuivi par Okoye et Nakia. Ensuite, T'Challa intervient et sollicite l'aide de sa sœur pour piloter sa voiture à distance pendant la poursuite. Quelques secondes plus tard, le héros parvient à atteindre le premier véhicule et en éjecte les criminels. Pendant ce temps, plus loin, les voleurs tentent d'éliminer les guerriers avec des armes à feu, mais ils sont en sécurité à l'intérieur d'une voiture faite de vibranium. Okoye demande à Nakia de conduire pendant qu'elle utilise ses chaussures magnétiques pour grimper sur le véhicule et lancer sa lance sur ses ennemis. D'un seul coup, la guerrière parvient à empêcher ses hommes de s'échapper. Après avoir reçu des dizaines de balles, le nouveau costume de Black Panther est rempli d'énergie cinétique stockée. Sous la direction de Shuri, le héros saute sur l'un des véhicules ennemis et libère toute l'énergie accumulée. De cette façon, la voiture est complètement détruite. Il ne reste maintenant plus qu'une seule cible, et c'est le véhicule dans lequel se trouve Ulysse. Voyant ses exécuteurs approcher, le méchant passe par la fenêtre et utilise son bras mécanique pour tirer un faisceau laser suffisamment puissant pour désintégrer la voiture en vibranium. Malgré l'attaque, les guerriers parviennent à s'en sortir indemnes et sont pris en charge par l'agent Ross. Peu de temps après, le véhicule de T'Challa est également détruit et Shuri est immédiatement déconnectée pendant l'explosion. Le Black Panther saute sur la voiture du contrebandier et arrache l'une des roues, provoquant un grave accident. Ulysse sort de la voiture et attaque T'Challa. Cependant, son costume absorbe tout l'impact et le roi parvient à arracher le bras mécanique de l'homme. Furieux, la panthère est sur le point d'éliminer cet homme qui a causé tant de tort à son peuple, mais il change d'avis lorsqu'il se rend compte qu'il y a des dizaines de personnes qui enregistrent la scène. Le criminel est ensuite envoyé en prison pour être interrogé. Ross demande à Ulysse d'où il a obtenu ce bras-canon, et le criminel affirme que son arme est une technologie wakandaise faite de vibranium, ce qui explique sa puissance. Ross pensait que le Wakanda était un pays du tiers-monde et est surpris de découvrir que ces gens possèdent une technologie aussi puissante. Pendant son règne, le roi T'Chaka a affirmé qu'Ulysse avait volé tout le vibranium de sa nation, mais le criminel nie cette affirmation, déclarant que les 250 000 kg qu'il a volés ne représentent qu'une petite partie de toute la richesse du royaume. Voyant la vérité sur son peuple être exposée, le roi T'Challa se prépare à fuir. Pendant ce temps, Nakia regarde les caméras de sécurité et remarque que ce ne sont pas des images en direct. Cela la fait soupçonner qu'ils sont les victimes d'une attaque, et elle court avertir ses compagnons. Pendant la fusillade, Ross saute devant Nakia et finit par se faire tirer dessus alors que les criminels s'enfuient avec Ulysse. Avant de partir, Eric lance une grenade à la station de police, mais la panthère saute sur la bombe et parvient à neutraliser l'explosion avec son costume. Il tente de poursuivre les ravisseurs, mais est surpris lorsqu'une arme unique à son peuple est utilisée pour le mettre hors de combat. Alors qu'il regarde, déconcerté, ses ennemis fuir, le roi aperçoit une bague appartenant à la famille royale du Wakanda autour du cou de l'homme masqué. Juste à ce moment-là, Okoye arrive pour annoncer une triste nouvelle. Pour sauver Nakia, l'agent Ross s'est jeté devant la balle et a été touché à la colonne vertébrale. La technologie de cette nation n'est pas capable de le sauver, donc la femme demande la permission de l'emmener au Wakanda où il sera soigné. Okoye est opposé à cette idée, mais T'Challa pense que c'est le moyen le plus juste de remercier son vieux ami pour avoir sauvé la femme qu'il aime. Pendant que Shuri utilise sa technologie pour soigner l'Américain, le roi est visité par W'Kabi, qui est là pour découvrir ce qui est arrivé à Ulysse il y a près de 30 ans, lorsque le criminel attaquait le Wakanda. Plusieurs guerriers ont été éliminés, y compris les parents de W'Kabi. Ainsi, en découvrant que T'Challa ne l'a pas éliminé lorsqu'il en avait l'occasion, sa confiance en son roi est ébranlée. Pendant ce temps, Eric emmène Ulysse et le reste de l'équipe à bord d'un petit avion qu'ils utiliseront pour quitter le pays. Cependant, le garçon a d'autres plans et demande à Ulysse de le laisser au Wakanda. Le criminel refuse alors de le faire, car il sait à quel point les guerriers là-bas sont puissants. Pour le forcer à obéir, Eric tire sur le pilote et pointe son arme sur son partenaire. L'homme prend ensuite la petite amie du garçon en otage, pensant que cela l'aidera à rester en vie. Cependant, contre toute attente, Eric tire lui-même sur la femme puis se lance à la poursuite d'Ulysse. L'homme tente de se cacher mais est bientôt touché à l'abdomen. Alors qu'il est sur le point de mourir, Ulysse dit qu'Eric ne pourra jamais entrer dans ce pays et est surpris de découvrir que son partenaire dans le crime a un tatouage bleu sur la lèvre inférieure, indiquant qu'il est un descendant de ces personnes. Juste à ce moment-là, Eric termine son travail et utilise l'avion pour se rendre en Afrique. Pendant ce temps, T'Challa se rend au jardin sacré pour parler à Shuri. Le roi demande ce qui est réellement arrivé à son oncle en Jobu, puisque son père dit qu'il a simplement disparu. Il parle d'avoir vu un homme en Corée portant une bague identique à celle que son père lui avait donnée. Pressé par le roi, Shuri lui raconte qu'en Jobu, il avait emmené un groupe de guerriers en Amérique et que T'Chaka l'avait envoyé là-bas pour observer ce qui se passait sans que son frère le sache. Ensuite,
Enjobu est tombé amoureux d'une femme américaine et ils ont eu un fils. Toute la souffrance et l'adversité que le prince a vue dans ce pays l'ont poussé à devenir radical. Enjobu voulait donner des armes en vibranium pour que les minorités puissent se défendre dans ce pays où elles sont traitées avec tant de mépris. Cependant, il savait que son frère, le roi du Wakanda, ne soutiendrait jamais cela. Par conséquent, l'homme a choisi de trahir sa nation en aidant Ulysse à voler le vibranium. Lorsqu'on l'a informé qu'il retournerait au Wakanda pour affronter le Conseil, Enjobu est devenu furieux et a braqué une arme sur Zuri, son informateur. Celui-ci a dû éliminer son propre frère d'un seul coup de poing dans la poitrine. Le roi a demandé à Zuri de ne jamais commenter ce qui s'était passé, puis ils sont partis, laissant Eric, le fils d'Enjobu, seul derrière eux. Le lendemain matin, le garçon apparaît à la frontière du pays et est accueilli par Wakabi et ses hommes. Eric transporte le corps d'Ulysse et gagne ainsi rapidement la sympathie des Wakandais, qui ont enfin obtenu vengeance pour la mort de ses parents. Lorsque Ross se réveille, il peine à croire qu'il peut marcher après avoir eu la colonne vertébrale touchée. L'agent rencontre immédiatement Shuri et se présente, mais la jeune femme a déjà tout recherché à son sujet. L'homme est impressionné par les lieux et ravi par ce niveau de technologie. Il demande ce que sont ces panneaux lumineux autour des voies ferrées, et Shuri lui explique qu'il s'agit de stabilisateurs soniques. Sous sa forme brute, le vibranium est dangereux à transporter à grande vitesse, donc elle a trouvé un moyen de les désactiver temporairement. Soudain, la jeune femme reçoit un appel d'Okwa, qui l'informe qu'un étranger a franchi la barrière et est entré dans le pays. À ce moment-là, T'Challa est isolé sur la montagne avec Nakia et lui raconte ce qu'il a découvert la nuit précédente. Il reproche à son père d'avoir laissé un enfant derrière lui au lieu de l'emmener pour qu'il fasse partie de son peuple. En se lamentant, T'Challa reçoit un appel de sa sœur. La jeune femme lui demande de venir immédiatement à son bureau, et lorsqu'il arrive, elle l'informe de l'invasion. Ross affirme connaître cet homme et dit qu'Eric est un ancien marine qui a travaillé en Afghanistan, où il a accumulé des centaines d'éliminations. Escorté par Wakabi, Eric est amené au Conseil, où il se révèle être le fils d'Enjobu, le prince éliminé par son frère. En tant que tel, il possède également du sang royal et a le droit de défier T'Challa pour le trône. Le roi accepte alors le défi, et une fois de plus au bord de la cascade, il fait retirer le pouvoir de la panthère noire de son corps avant que le combat ne commence. Eric déclare avoir attendu toute sa vie ce moment. Il a une marque sur son corps pour chaque personne qu'il a tuée, et a fait cela comme entraînement jusqu'à avoir l'opportunité de prendre la vie de T'Challa. Le combat commence et le roi utilise son bouclier pour se protéger des attaques féroces de son cousin. Après avoir échangé quelques coups, T'Challa parvient à faire tomber son adversaire et essaie de le faire capituler. Cependant, Eric se relève et l'attaque à nouveau. Le roi a une autre chance de l'éliminer, mais son objectif est de faire abandonner le garçon. Cette générosité finit par offrir une opportunité à Eric de le blesser et de transpercer son abdomen avec une épée. Alors que T'Challa est sur le point d'être éliminé, Yuri intervient dans le combat et révèle qu'il était responsable de la mort de son père. Eric le tue puis jette T'Challa dans la cascade pour garder la famille royale en sécurité. Nakia fuit avec la reine et la princesse pendant que le nouveau roi est couronné cette nuit-là. Elle rencontre Okwa et demande son aide pour détruire Eric. Cependant, la guerrière affirme être loyale au trône du Wakanda, peu importe qui est assis dessus. Déterminée à sauver sa nation, Nakia prend des vêtements et va chercher Ross. Eric effectue le rituel à ce moment-là, et après avoir ingéré l'herbe en forme de cœur, il est envoyé sur le plan ancestral où il trouve son père. Enjobu se sent coupable de l'homme que son fils est devenu et en larmes, dit qu'il aurait dû emmener le garçon au Wakanda lorsqu'il en avait l'occasion. Après avoir amené Ross à la reine, Nakia doit faire une dernière chose avant de partir. Elle se rend au jardin sacré et vole une unité de l'herbe en forme de cœur. À ce moment-là, Eric se réveille et ordonne à ses serviteurs de brûler tout le jardin, car il ne veut pas que d'autres rois aient accès au pouvoir de la panthère noire après être monté sur le trône. Le tyran roi nous informe qu'il enverra du vibranium pour être utilisé par les personnes noires dispersées à travers la terre afin qu'elles puissent soumettre leurs oppresseurs. Wakabi est le seul membre du conseil à être d'accord avec cette révolution, mais tout le monde doit obéir aux ordres du roi. Dans les montagnes, le quatuor se dirige vers la cachette d'Ambaku, tandis que Nakia prévoit de lui remettre le dernier spécimen de l'herbe en forme de cœur. La reine suggère aux guerriers de prendre les pouvoirs de la panthère noire, mais Nakia sait qu'elle aura besoin d'une armée pour détrôner Eric. Elle poursuit donc son plan de livrer la plante à M'Baku, le chef de la seule tribu qui n'est pas loyale à la couronne. Alors qu'il approche de l'entrée de la grotte, ils sont capturés par les Jabari et conduits à leur dirigeant. M'Baku est informé qu'un étranger est devenu roi et est sur le point de détruire Wakanda. Nakia lui donne l'herbe en forme de cœur. Cependant, l'homme a une grande surprise. Il conduit le petit groupe vers un endroit isolé où T'Challa est détenu. À ce moment-là, la glace est la seule chose qui le garde en vie. L'un des pêcheurs du clan Jabari l'a trouvé comateux sur la rive. La reine prépare alors du thé et le donne à son fils. Quelques minutes plus tard,
T'Challa se réveille, déterminé à reprendre la couronne. Shuri remet à son frère le collier de la Panthère Noire et T'Challa demande un moment seul avec un M'Baku. Il le remercie de lui avoir sauvé la vie, et l'homme affirme qu'il ne faisait que rembourser une dette. T'Challa demande si le chef des Jabari peut prêter quelques guerriers pour l'aider à récupérer le trône, mais un M'Baku refuse. Dans ce cas, T'Challa doit revenir seul et exige que le duel continue, puisqu'il n'y a pas eu de reddition et qu'il est toujours en vie. Cependant, Eric refuse de combattre à nouveau et déclare qu'il est désormais le roi. L'homme ordonne à ses serviteurs d'envoyer des navires contenant du matériel en vibranium vers diverses parties de la planète. Entre-temps, Shuri est arrivé à son laboratoire et demande l'aide de Ross pour détruire les aéronefs avant que ces armes puissantes ne tombent entre de mauvaises mains. L'homme pilote un avion de guerre à distance et sa mission est de détruire les aéronefs avant qu'ils ne franchissent la frontière. Pour défendre son roi actuel, W'Kabi mène ses hommes dans une bataille contre T'Challa, mais Okoye décide de soutenir son ancien roi et ordonne à ses guerriers d'arrêter Eric. Une grande guerre éclate, et la Panthère Noire doit se battre contre ceux qui étaient autrefois ses alliés. Mais sur l'ordre d'Okoye, les guerriers apparaissent pour l'aider dans cette bataille et combattent leur propre mari pour défendre Wakanda. En voyant ses amis guerriers être vaincus par Eric, Nakia décide de le confronter, et Shuri utilise son arme en vibranium pour essayer de neutraliser la menace. Malgré sa bravoure, Nakia ne possède pas les pouvoirs d'une Panthère Noire, et elle finit par perdre la bataille. Shuri continue avec ses attaques à distance, mais est également vaincue. Voyant sa sœur sur le point d'être éliminée, T'Challa utilise le pouvoir de son costume pour faire tomber tous ses ennemis et court vers son cousin. Ils tombent tous les deux sur les voies du train et poursuivent le duel. T'Challa demande alors à sa sœur de démarrer le train afin que les stabilisateurs désactivent les uniformes en vibranium. De cette manière, lui et Eric seront sans protection. Pendant ce temps, à la surface, les guerriers sont encerclés et contraints à se rendre. Juste lorsque la victoire semblait acquise, les guerriers Jabari apparaissent et attaquent tous ceux qui s'opposent à T'Challa. Le laboratoire de Shuri est sous attaque et Ross doit éliminer les aéronefs avant que le verre ne soit détruit, étant un pilote de guerre expérimenté. L'homme parvient à détruire les navires et à empêcher le vibranium de quitter la frontière avant que le laboratoire ne soit envahi. Après quelques minutes de combat, T'Challa est sur le point d'être vaincu, mais il reste encore de l'espoir. Il profite des dernières secondes pendant que les stabilisateurs sont actifs pour retirer le couteau des mains de son cousin et percer sa poitrine. Bien qu'il ne veuille pas lui ôter la vie, T'Challa sait que c'est le seul moyen de sauver Wakanda. Dans ses derniers instants de vie, Eric demande à voir le coucher du soleil, car son père lui disait toujours que les couchers de soleil de Wakanda sont les plus beaux qui soient. T'Challa l'emmène alors au sommet d'une montagne et permet à son cousin de réaliser son dernier souhait avant de mourir. Après avoir rétabli sa place sur le trône, le roi remercie Nakia pour sa loyauté envers sa famille jusqu'à la dernière seconde. Il lui demande de rester avec lui à Wakanda et lui assure qu'il l'aidera à réaliser son objectif. Les semaines passent, et T'Challa se rend à Auckland avec Shuri. Il annonce qu'il a acheté le bâtiment où son oncle est décédé, ainsi que tous les autres bâtiments aux alentours. Cela deviendra le premier centre d'aide international de Wakanda. Nakia agira en tant que superviseuse, et Shuri sera responsable de l'échange d'informations et de sciences. Les premiers bénéficiaires de ce centre d'aide wakandais seront les enfants qui jouent au basketball sur ce terrain. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez vos commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, merci de liker et de vous abonner pour plus de résumés de films. Après l'élimination du roi T'Challa, un nouvel ennemi surgit avec l'intention de détruire Wakanda. Pour protéger son peuple, Shuri doit surmonter son chagrin et trouver une solution pour restaurer la paix. Aujourd'hui, nous allons récapituler l'histoire du film Black Panther, Wakanda Forever de 2022. En raison d'une maladie grave qui a envahi son corps, le roi T'Challa est décédé quelques années après avoir pris les rênes de son père. Lors de la cérémonie d'adieu pour leur roi bien-aimé, tout le peuple de Wakanda s'est rassemblé pour dire au revoir à leur grand leader, la Panthère Noire. Bien qu'elle ne soit pas responsable de ce qui s'est passé, Shuri se sent coupable de la mort de son frère, car elle n'a pas pu trouver de remède pour lui. Un an après la mort de T'Challa, la reine Ramonda se rend au siège des Nations Unies à Genève pour répondre au nom de son peuple. Wakanda est accusé par les représentants d'autres pays de ne pas respecter l'accord de partage de sa technologie et de ses ressources, y compris le vibranium. Face à ces accusations, Ramonda affirme qu'il a toujours fait partie de la politique de son peuple de ne jamais échanger le vibranium avec d'autres nations, car ce matériau serait certainement utilisé de manière nuisible. La veille, l'un des centres de sensibilisation de Wakanda a été attaqué par un groupe de soldats qui avaient l'intention de voler les armes en vibranium. Cependant, Okoye et les Dora Milaje étaient là pour les protéger. Même armés de fusils, les soldats n'avaient aucune chance face aux guerriers de Wakanda. Lors de la réunion avec les dirigeants de différents pays, Ramonda présente à tous les preuves qui prouvent l'implication de l'ambassade de France dans cette attaque.
Elle déclare que son peuple continuera à protéger ses ressources et souhaite bonne chance à ceux qui tentent de les contester. Après ce discours, les nations ont abandonné l'idée d'envahir les laboratoires wakandais et ont commencé à chercher des moyens alternatifs pour obtenir du vibranium. Après avoir identifié une source possible de vibranium dans l'océan à l'aide d'un détecteur précis, la marine, en collaboration avec la CIA, envoie 2 plongeurs pour vérifier si l'information est vraie. Cependant, lorsque Jackson et Salazar s'approchent du matériau, ils se font attaquer par une mystérieuse créature marine et ne survivent pas. Ensuite, les soldats à bord du navire entendent un bruit d'origine inconnue et sont hypnotisés. Influencés par ce bruit, les marins sautent dans la mer et se noient. En remarquant l'attaque sonore, Smithy et le docteur Graham utilisent des bouchons d'oreilles pour se protéger et sortent vérifier l'origine du son. À l'extérieur du navire, le duo est surpris par des créatures humanoïdes bleues, et Smithy est éliminé. Heureusement, la doctoresse parvient à s'échapper et court autour du navire pour échapper à ses ennemis. Elle monte rapidement dans l'hélicoptère de sauvetage et parvient à s'enfuir avec le pilote. Mais le duo ne va pas très loin car un super-humain volant attrape l'appareil en plein vol et le jette dans l'océan. 12 mois ont passé et Shuri n'a toujours pas réussi à surmonter la mort de son frère. Inquiète pour sa fille, Ramonda décide de l'emmener camper et lui dit qu'elle doit lui révéler quelque chose. À ce moment, elles sont interrompues par le cri d'un éléphant et réalisent que quelqu'un est à proximité. Soudain, un homme inconnu émerge du fond du lac et se présente comme étant Namor. L'intrus révèle qu'il est là pour demander de l'aide, car maintenant que les nations du monde entier recherchent du vibranium, son peuple est également en danger. Cependant, Ramonda ne montre aucun intérêt à répondre à la demande d'un étranger et décide de partir. Mais avant de partir, il révèle qu'un scientifique américain a construit une machine capable de détecter le vibranium et demande à la femme de l'aider à la retrouver après avoir capturé le coupable. Il lui suffit de faire sonner une coquille de conque et bientôt Namor et son armée apparaîtront. Après cette visite inattendue, la reine décide de convoquer le conseil pour discuter des actions à entreprendre. Tout le monde, sauf M'Baku, est d'accord pour que Ramonda livre le scientifique américain. Le guerrier dit que la meilleure solution est d'en finir avec l'homme-poisson afin d'éviter qu'il ne réapparaisse à l'avenir pour faire de nouvelles demandes. Pendant ce temps, Shuri analyse la machine que Namor a apportée à Wakanda et affirme que la personne qui a construit ce détecteur de vibranium est brillante. Dans une tentative d'obtenir des informations sur cette affaire, Okoye et Shuri se rendent aux États-Unis et rendent visite à Everett Ross, qui révèle l'identité de la fille qui a construit la machine. La scientifique est en réalité une jeune femme de 19 ans appelée Riri Williams, qui est encore à l'université. Après quelques minutes passées à observer la jeune femme, Shuri décide d'aller lui parler, et Riri la reconnaît immédiatement. Lorsqu'on lui demande des informations sur la machine qu'elle a créée, la jeune femme explique qu'il s'agissait d'un projet développé pour son cours de métallurgie à l'école, car son professeur lui avait lancé le défi de créer un appareil capable de détecter le vibranium. Pendant la conversation, Riri se rend compte qu'elle est en danger et décide d'accompagner Shuri et Okoye à Wakanda. Avant de partir, la jeune femme dit qu'elle doit se rendre à son laboratoire de fortune pour récupérer son ordinateur portable. À ce moment-là, des agents du FBI apparaissent et encerclent les lieux. Furieuse, Riri blâme Shuri et Okoye pour ce qui se passe tout en brûlant tous ses projets pour que le gouvernement ne puisse pas les voler et n'ait aucune preuve contre elle. Heureusement, la jeune femme dispose d'une sortie de secours et revêt le costume de robot qu'elle a construit elle-même, tandis que ses nouvelles amies wakandaises fuient en voiture. Lorsque les agents du FBI pénètrent dans le garage, Riri les attaque et dégage le chemin pour Shuri et Okoye. Dans une tentative de semer les officiers, ils décident de se séparer. Riri prend une moto et traverse la ville en effectuant des manœuvres audacieuses pour renverser les obstacles. Quelques minutes plus tard, elle et Okoye se retrouvent, et la princesse découvre que sa localisation est suivie par un drone. En apprenant cela, Riri se dirige vers l'appareil attaché à un avion et parvient à le détruire d'un seul tir. En raison de l'altitude, la jeune femme manque d'oxygène et tombe dans l'océan. Cependant, avant qu'elle ne plonge dans l'eau, les propulseurs de son costume s'activent et elle réussit à se sauver. Voyant les véhicules encercler le pont, Riri tire un autre coup et ouvre le chemin pour ses amis. À ce moment-là, elle est cependant touchée et tombe au sol. Puis, la même chose arrive à Shuri et Okoye, dont les véhicules sont attaqués par une bombe à eau. Après être sortie de la voiture renversée, Okoye va vérifier Shuri qui est inconsciente. Heureusement, la jeune femme a réussi à amortir sa chute et ses signes vitaux sont stables. Soudain, des soldats toucans apparaissent sur le pont, et Okoye se jette sur eux avec sa lance. Bien qu'elle ait affaire à des guerriers entraînés, la femme parvient à les vaincre et empêche les hommes-poissons de s'approcher de Riri. Cependant, en affrontant Attuma, les Dora Milaje réalisent qu'elle est en difficulté, car elle ne peut pas le battre seule. Soudain, l'un des soldats lance une bombe à eau sur la femme, et elle se retrouve jetée dans l'océan. À ce moment-là, Attuma se dirige vers Riri, mais Shuri parvient à l'arrêter pour éviter qu'il ne blesse la jeune fille. Après s'être présentée, elle exige que le guerrier la conduise à rencontrer Namor,
et ils plongent tous les deux dans l'océan avec les hommes-poissons. Okwa, désespéré de ne pas savoir quoi faire pour retrouver la princesse, décide de retourner à Wakanda et révèle que Shuri a été enlevée par l'armée de Namor. En entendant la déclaration d'Okwa devant tout le conseil, Ramonda décide de la destituer de son poste de général des armées de Wakanda et de son statut de Dora Milaje. Les conseillers de la reine ne sont pas d'accord avec cette décision, car ces dernières années, Okwa a fait de nombreux sacrifices pour le bien du royaume. Cependant, Ramonda est incapable de lui pardonner d'avoir mis la vie de sa fille en danger, étant donné qu'elle est le seul membre restant de sa famille. Après la réunion, Ramonda se rend au laboratoire pour parler à Griot, l'intelligence artificielle qui accompagnait sa fille lorsqu'elle a été capturée, et demande son aide pour la localiser. À ce stade, la reine contacte l'agent Ross, qui dit qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider à sauver la princesse. Incapable d'attendre passivement une solution, Ramonda décide de se rendre en Haïti à la recherche de Nakia, car elle est une espionne expérimentée. La reine demande alors aux guerriers d'infiltrer la nation des hommes-poissons pour sauver la princesse, sans même imaginer qu'en ce moment même, Shuri et Riri sont retenus dans une grotte sous-marine. Le lendemain, Nakia commence son enquête et se rend dans un village pour interroger les habitants afin de recueillir des informations sur Namor et son royaume. Lorsqu'elle rencontre enfin le leader du peuple, elle découvre qu'il est en vie depuis le XVIe siècle et que sa mère était humaine. Namor explique alors comment il a acquis ses pouvoirs spéciaux. Selon lui, les femmes de son village ont été chassées de leurs terres par des conquistadors espagnols en pleine famine, guerre et maladie. Son peuple s'est tourné vers Chok, le dieu de la pluie et de l'abondance, pour obtenir de l'aide. Après avoir demandé l'aide de l'entité, le chaman de la tribu a eu une vision sur la manière de sauver son peuple et a plongé dans l'océan à la recherche d'une plante bleue poussant sur un rocher. Lors d'un rituel, tous les villageois ont ingéré la plante, mais la mère de Namor ne voulait pas le faire car elle était enceinte. Cependant, le chaman a réussi à la convaincre que son bébé était malade et que seule cette fleur pouvait le guérir. Il a également promis que Namor serait le nouveau roi de la tribu, car il serait le premier enfant à naître sous les pouvoirs de la plante. Ce que le chaman a dit après avoir ingéré cette fleur, c'est que le peuple est devenu malade et que leur existence a cessé ce jour-là. Cependant, quelques heures plus tard, ils se sont tous réveillés, mais leurs corps n'étaient plus les mêmes qu'auparavant. La plante leur avait enlevé la capacité de respirer l'air, mais leur permettait d'extraire l'oxygène de la mer. Depuis lors, le groupe a décidé de s'installer dans l'océan, loin des guerres et des maladies. Quelques mois plus tard, Namor est né et est devenu le fils aîné de la tribu. La plante lui a donné des oreilles pointues et des ailes aux chevilles, le caractérisant comme un mutant, ainsi qu'une longévité plus lente que celle de tout être humain. Namor est devenu capable de voler et de respirer l'air de la terre, tout comme ses ancêtres. Des années plus tard, lorsque sa mère est morte de vieillesse, Namor a décidé de réaliser son dernier souhait et est monté à la surface pour l'enterrer. Cependant, lorsqu'il a vu les indigènes être emprisonnés, il n'a pas hésité à agir et à rassembler son armée pour expulser les Espagnols de ses terres. Après avoir entendu cette histoire, Shuri comprend pourquoi Namor veut éliminer Riri, mais elle dit qu'il l'emmènera à Wakanda où la jeune femme ne pourra pas représenter un danger pour son peuple. Cependant, Namor refuse l'accord, alors Shuri propose de rester à sa place. Avant de continuer les négociations, l'homme-poisson décide de la conduire voir son royaume, et la princesse doit porter un costume spécial pour supporter la pression de l'océan. Lors de la plongée, Shuri est présentée aux magnifiques créatures qui vivent au fond de la mer et est ravie de découvrir la ville de Twin, qui a été construite autour d'un soleil artificiel en vibranium. Pendant qu'il enquête sur l'emplacement de la princesse, K obtient l'aide de Griot pour trouver une grotte sous-marine située à 140 mètres sous la surface où Shuri est censée être détenue. Après avoir enfilé son costume de plongée, l'espionne plonge dans l'océan et entre dans le sous-marin qui la conduira à la grotte. En tant que première personne de la surface à visiter Twin, Shuri reçoit un bracelet fabriqué à partir de la plante qui a sauvé le peuple et félicite Namor pour tout ce qu'il et sa tribu ont construit. Cependant, en tant que princesse de Wakanda, elle dit qu'elle ne peut pas permettre qu'il exécute Riri et qu'elle ne partira pas sans elle. À ce moment-là, Namor révèle qu'il prévoit de déclarer la guerre au peuple de la surface et a besoin de savoir si Wakanda sera son allié dans cette bataille. La machine construite par Riri n'était que le déclencheur qui l'a conduit à prendre cette décision, sachant que ses ancêtres avaient été exploités et que leurs terres avaient été pillées pendant des centaines d'années. Connaissant que Wakanda est également une cible pour le reste du monde, qui attend juste une opportunité pour piller le pays, Namor prévoit de s'allier avec les Wakandans pour soumettre les autres nations. Cependant, Shuri dit que son peuple ne l'aidera jamais à atteindre cet objectif, et Namor dit que si Wakanda refuse cet accord, il sera automatiquement en guerre contre le peuple de Twin. Au cours de la conversation, Namor est informé que sa présence est requise à la surface et se rend rencontrer Ramonda, dont la mission est de le distraire afin que Nakia puisse envahir la grotte. Après avoir éliminé les femmes poissons chargées de surveiller Shuri, Nakia s'enfuit avec Riri et la princesse. Elle utilise ensuite le sous-marin pour les conduire à la surface. À ce moment-là,
Un navire wakandais apparaît et Ramonda utilise sa technologie pour embarquer le trio à bord. Soulagée, la reine étreint sa fille et ordonne à Griot de les conduire à Wakanda. Lorsqu'il découvre les deux guerriers inanimés, Namor réalise bientôt qu'il a été trompé par Ramonda et décide de se venger. Maintenant que Shuri a rencontré Twain, il n'y a aucune garantie que la localisation de la ville restera sûre. Namor décide d'agir le plus rapidement possible pour protéger son peuple. Avec le soutien d'Atuma et de son armée, Namor a l'intention d'envahir Wakanda et de donner l'exemple au reste du monde. Sachant que Namor cherchera à se venger dès qu'il arrivera dans son pays, Shuri ordonne de renforcer les barrières protégeant Wakanda. Cependant, son coup ne fait aucun mal à l'ennemi qui, d'un seul coup de poing, l'éjecte loin. À ce moment-là, les navires wakandais s'approchent pour attaquer Namor, mais l'homme-poisson, doté d'une force surhumaine, parvient à les abattre avec facilité. Ensuite, le navire de Shuri s'approche et la guerrière décide de replonger. Elle nage alors à grande vitesse, forçant la princesse à abaisser son altitude pour tirer. Lorsque cela se produit, Namor saute sur l'avion et parvient à le faire tomber, tandis que Shuri essaie de s'échapper avant que sa cabine ne soit inondée. L'homme-poisson se lance à la poursuite de Riri, mais échoue à briser le verre avec sa lance. Alors il lance des bombes à eau pour détruire le verre du laboratoire, et Ramonda est frappé par l'impact de l'explosion. La reine s'évanouit et, en se réveillant, se rend compte que Riri se noie. Elle plonge immédiatement pour la sauver et ramène la jeune femme à la surface. Quelques minutes plus tard, lorsqu'Okwa et Nakia arrivent au laboratoire, elle trouve les corps de Riri et Ramonda flottants, mais les deux sont inconscientes. Réalisant qu'il est allé trop loin en attaquant la reine, Namor décide de partir mais dit qu'il reviendra dans une semaine avec toute son armée. Si les Wakandais refusent de se battre à ses côtés pour soumettre le reste du monde, l'homme promet de détruire tout le pays. Lorsque Shuri apparaît, Namor quitte Wakanda avec ses troupes et la princesse désespère en voyant le corps sans vie de sa mère. Après quelques secondes de massage cardiaque, Riri se rétablit, mais Ramonda reste inconsciente jusqu'à ce qu'Okwa réalise qu'elle ne se réveillera jamais. Peu après avoir assisté à la veillée de son bien-aimé frère, Shuri subit une nouvelle perte et doit assister aux funérailles de sa mère. Maintenant que la reine est partie, la jeune femme doit prendre une décision difficile qui changera le destin de tout son peuple. En essayant de trouver une solution pour empêcher d'autres Wakandais d'être éliminés, elle étudie une solution pour ramener le Black Panther, puisque toutes les copies de la plante du cœur ont été détruites par son cousin. Avec l'aide de Griot, elle décide de tenter de créer une plante du cœur synthétique à partir des fibres du bracelet qu'elle a obtenu de Namor. Étant donné que cette fleur a également été cultivée dans un sol riche en vibranium, il y a peut-être des similitudes fondamentales entre les deux plantes qui peuvent être exploitées. Alors que la princesse cherche une solution pour protéger son peuple, le reste de la population s'unit pour reconstruire le pays tout en étudiant la physiologie de Namor. Shuri découvre qu'il n'a pas de branchies comme tous les autres membres de son espèce. Cela signifie que l'homme-poisson respire par un processus de diffusion qui se produit à travers sa peau. Riri a donc l'idée de construire une capsule pour retirer toute l'eau de la surface de son corps, afin que l'homme n'ait pas accès à l'oxygène. Avec Shuri aux commandes, Okwa retrouve son statut de Dora Milaje et obtient une nouvelle tenue de combat. Après quelques jours de travail acharné pour restructurer l'ADN de la plante du cœur, Shuri parvient à créer une copie presque 100% compatible et décide de miser tout son espoir dessus. Avec l'aide de Nakia, elle prépare la potion qui la conduira vers le plan ancestral et attend avec impatience de retrouver sa mère. Au lieu de cela, Eric Killmonger l'attend. Lorsqu'elle le voit, Shuri est furieuse car c'est lui qui a détruit toute la plantation de la plante du cœur dans le passé. Grâce à Eric, Wakanda a été laissé sans protecteur et la reine Ramonda est morte lors de l'attaque de Namor. En entendant ces accusations, Eric dit que c'est Shuri qui l'a choisi inconsciemment pour être là et lui demande si elle sera une dirigeante noble comme son frère ou cherchera-t-elle à se venger comme son cousin. Après avoir entendu cette question, la jeune femme se réveille, effrayée, et se rend compte qu'elle a échoué dans son rituel, car ses ancêtres ne sont pas apparus pour lui parler. Furieuse, la princesse frappe le mannequin dans son laboratoire et réalise qu'elle est devenue des dizaines de fois plus forte qu'avant. À ce moment-là, elle comprend que le rituel a fonctionné et prépare son costume pour la bataille à venir. Après avoir revêtu l'uniforme de Black Panther, Shuri se rend voir les anciens conseillers de sa mère et demande aux aînés la permission d'avoir une conversation privée avec M'Baku. La jeune femme révèle alors qu'elle souhaite éliminer Namor, mais M'Baku pense que c'est une mauvaise idée. Il réalise que ses ennemis considèrent cet homme-poisson comme leur dieu, et l'éliminer pourrait mener à une guerre éternelle entre T'Challa et Wakanda. Cependant, Shuri n'est pas inquiète de cela, car son seul désir est de venger la mort de sa mère. Le lendemain matin, elle convoque toute l'armée wakandaise pour se joindre à elle dans cette mission et va rencontrer Namor. La jeune femme utilise la machine de détection de vibranium construite par Riri pour localiser la nation ennemie dans l'immense océan et attire l'attention des hommes-poissons qui viennent à sa rencontre. Pendant que Namor tente de tirer sur les avions, son armée décide d'envahir le navire. Mais les Dora Milaje étaient préparés à cela
et avec l'aide de Shuri, parviennent à les empêcher de monter à bord. Protégé à l'intérieur de son costume, Riri essaie de s'approcher de Namor, mais il parvient à se déplacer à grande vitesse même hors de l'eau. Après avoir tendu une embuscade pour l'entourer, la jeune femme touche l'ennemi avec un tir, et Shuri s'approche pour finir le travail, désireuse de venger personnellement l'homme qui a pris la vie de sa mère. Lorsque Namor est capturé par le navire, il se rend compte qu'il fait plus chaud que d'habitude et toute l'eau à la surface de son corps commence à s'évaporer. Après avoir capturé Namor, l'armée wakandaise entame la deuxième phase de leur plan et change le cap du navire pour retourner dans leur pays. Cependant, les hommes-poissons ne vont pas les laisser s'échapper aussi facilement et utilisent des milliers d'explosifs pour attaquer le navire. Pendant l'impact de l'explosion, d'innombrables guerriers tombent dans la mer et sont attaqués par l'armée ennemie. Voyant leurs frères et sœurs être éliminés, Okoye et Anaka passent à l'action et utilisent les combinaisons volantes créées par la princesse pour protéger leur peuple. Pendant ce temps, Shuri est piégée à l'intérieur du navire avec son plus grand ennemi et ordonne à Griot de les transporter dans le désert. Grâce aux attaques de Namor, le navire va exploser à tout moment, et lorsqu'il le fera, l'homme-poisson doit être loin de l'océan. En atteignant la terre ferme, Shuri est attaqué mais parvient à arracher une des ailes de la cheville de Namor, ce qui l'empêche de voler. Entre-temps, l'armée de Namor a réussi à envahir le navire et les guerriers wakandais font tout leur possible pour les vaincre, mais ils sont en réalité en infériorité numérique. Furieuse, Shuri canalise toute sa colère et décide de l'utiliser comme carburant pour vaincre Namor. La princesse est sur le point de remporter le duel lorsque son ennemi lui transperce le corps avec une lance et se dirige ensuite vers l'océan. Après avoir retiré la lance de son abdomen, la jeune femme poursuit son adversaire, qui est affaibli par le manque d'eau. Elle active les propulseurs de son navire et brûle le corps de Namor, se remémorant toute la douleur que cet homme a causée à son peuple. Shuri se souvient combien lui aussi a souffert dans le passé et demande à Namor de se rendre. La jeune femme lui dit que son secret sera en sécurité avec le peuple de Wakanda et qu'elle ne révélera jamais l'existence de T'Challa à l'humanité. Sachant que c'est la seule chance de survie, Namor accepte de se rendre et accompagne Shuri jusqu'au navire. Une fois là-bas, il ordonne à son peuple de rentrer chez lui et annonce que la guerre entre les deux nations est terminée. Soulagés, les survivants retournent à Wakanda et reconstruisent leur société. Quelques semaines plus tard, un nouveau jardin de cœur de la plante médicinale commence à fleurir, et la princesse dit adieu à Riri, qui aura maintenant la chance de rentrer chez elle. Avec le trône libre, un nouveau duel doit avoir lieu pour choisir le futur roi, mais Shuri refuse de se présenter pour le poste et envoie à la place M'Baku. Pendant ce temps, elle se rend en Haïti où elle retrouve Nikia. Après avoir perdu tout ce qu'elle aimait, la princesse ne souhaite qu'une chose, avoir une chance de recommencer. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, aimez-la et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine fois.